Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo spoiler. Ça fait trop longtemps que je ne vous en ai pas posté, d'ailleurs et pas filmé puisque j'en ai filmé quelques-unes depuis. C'est juste que je les ai pas montées et je les ai pas postées parce que j'attends le moment propice. Et là, en fait, j'ai préparé les sorties du mois de janvier, donc vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Et il se trouve qu'il y a le tome 2 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer qui va sortir. Et je me suis dit, quoi de mieux avant la sortie du tome 2 que de vous faire une vidéo spoiler sur le tome 1. Donc, ces vidéos-là sont toujours 10 fois trop longues à filmer et à monter, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors, je ne vous cache pas que malgré le fait que j'ai lu le tome 1 assez récemment, il y a vraiment que quelques mois, il y a certains détails que j'ai oubliés. Donc ce matin, je me suis replongée dans le résumé du tome 1. J'ai été revoir un petit peu les différents personnages, leurs différents rôles. Et j'ai repris le tome 1 vite fait, un peu en diagonale pour essayer de remettre les informations importantes vraiment dans l'ordre. Et c'était pas plus mal parce que du coup moi je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de me remémorer un petit peu ce qui se passait dans ce tome 1 avant la lecture du tome 2 dans quelques semaines maintenant. Parce que c'est plus qu'une question de semaines avant le tome 2. J'ai mon ordinateur sur mes genoux parce que je me suis fait une petite trame de ce que j'avais besoin de vous dire, en tout cas des points importants. Donc je regarderai peut-être de temps en temps sur mes genoux pour savoir quoi vous dire. Bref, on commence avec le résumé spoilant de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, le tome 1. On commence avec deux points de vue, donc Tessa, qui est une jeune femme du peuple. Elle se considère pas vraiment comme une rebelle, mais ça fait plusieurs années qu'elle va passer le mur du secteur royal pour aller dérober des fleurs de lune et réussir à préparer le remède contre la fièvre qui sévit dans le royaume de Kandala. Elle s'est préparé ce remède puisque ses parents, ou son père d'ailleurs, je sais plus si c'est ses parents ou juste son père, donc son père était apothicaire et il faisait déjà ça en fait. Il distribuait à ceux qui n'en avaient pas les moyens du remède contre la fièvre et un jour en fait ses parents se sont fait choper par la garde royale, ils se sont fait exécuter sous ses yeux. Et il y a un jeune homme comme elle qui l'a retenue et depuis ce jour-là, depuis qu'il lui a permis de ne pas se faire choper elle par la garde royale, ils font équipe, donc toutes les nuits ils se rejoignent dans le secteur royal pour récupérer des fleurs de lune et ensuite ils vont dans leur atelier pour préparer ce remède et ensuite faire une tournée et le distribuer aux plus démunis qui n'ont pas la possibilité d'avoir du remède tous les jours. Puisque pour combattre cette fièvre-là, il faut vraiment avoir un remède tous les jours. Ce jeune homme s'appelle West et Tessa et West, quand ils travaillent ensemble, ils sont toujours masqués. Donc ils n'ont jamais vu le visage de l'un et de l'autre, mais ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'ils travaillent tous les soirs ensemble. Ils sont très proches l'un de l'autre. Et clairement Tessa, elle a le béguin pour West de ouf. Vraiment, elle le surkiffe de ouf. Donc voilà, globalement on est là-dessus. On a en parallèle une rébellion qui couve puisque le peuple commence à en avoir marre d'être mis de côté, de savoir que les riches ont la possibilité d'avoir de l'élixir à volonté quasiment puisqu'ils en ont au moins 3 fois par jour alors que c'est beaucoup trop, il est en plus surdosé, donc vraiment c'est du gâchis d'élixir pour les riches puisqu'ils ont les moyens de s'en procurer alors que les pauvres meurent dans le secteur des pauvres puisqu'ils n'ont pas les moyens. Donc la rébellion, elle en a marre de voir que le roi ne fait rien, que les consuls ne font rien, que le prix du remède augmente au fur et à mesure du temps. Et donc on est dans une situation assez critique. Les chapitres vont avoir toujours une alternance entre le point de vue de Tessa, donc notre jeune apothicaire, et Korik, qui est en fait le prince Korik, qui est justice du roi, donc c'est lui qui va s'occuper du donjon, donc de la prison, qui va exécuter les personnes qui ont besoin d'être exécutées, qui va choisir les punitions. Il se doit d'être très dur, d'être intraitable. Et Korik, c'est le prince du roi.
Ils sont tous les deux très jeunes puisque le roi et la reine se sont fait assassiner il y a quelques années. Donc le roi a dû monter sur le trône vers 16 ans je crois, 16-17 ans. Et ça fait quelques années du coup que il est sur le trône et que Corric est justice du roi. Il s'est senti obligé de s'imposer encore plus et de montrer une facette de lui qui ne lui plaît pas du tout puisque il se doit d'être cruel et intraitable du fait de son jeune âge en fait. Il a besoin de montrer aux consuls qui sont beaucoup plus âgés et qui ne sont pas trop convaincus par les deux frères que en fait si, ils sont capables de faire le job. Quand on est du point de vue de Corric, on voit aussi que les consuls, puisqu'il y a différents secteurs et chaque secteur est régi par un consul, il y a des réunions à n'en plus finir avec le roi, chaque consul a ses exigences, a ses réclamations, il y a un consul qui demande un financement pour construire un pont, c'est beaucoup trop au niveau financier. Il y a deux consuls qui régissent deux secteurs qui régissent les fleurs de lune, en particulier le consul Alexander Salister qui est vraiment horrible, hein, clairement, il est horrible comme consul et il joue vraiment de sa position de puissance puisque lui il peut fournir des fleurs de lune et donc de l'élixir. Bref, il fout la merde, lui, clairement il fout la merde. Donc du côté de Corric, on voit que c'est ça, on voit que Corric il a beaucoup de mal avec son côté de justice du roi, ça fait plusieurs années qu'il est dedans et il a vraiment beaucoup de mal avec ça. Voilà. Un jour, enfin une nuit plutôt, on va repartir du point de vue de Tessa et là elle va rencontrer West qui lui dit écoute, les rebelles tentent de plus en plus de choses par rapport aux chariots qui transportent les fleurs de lune et donc la garde royale elle est vraiment sur le qui-vive, il faut pas qu'on passe le mur aujourd'hui. Tessa, elle n'en démord pas, il faut le faire. Et du coup, West arrive à la convaincre et à lui dire écoute, je vais chercher les fleurs de lune parce que je suis le plus agile, je suis le plus adroit et je vais plus vite. Et on se rejoint dans leur atelier pour préparer après coup. Enfin, tu m'attends là-bas et on se rejoint, on le prépare et on fait notre tournée comme d'habitude. Sauf que West se fait capturer. Et il est pendu aux portes du secteur royal le lendemain avec deux dagues dans les yeux. Tessa, quand elle le voit, elle est anéantie puisque voilà, même s'il se passe pas grand chose entre les deux, c'est quand même dans sa tête, c'est l'homme de sa vie, donc elle est anéantie de le voir pendu. Et du coup, elle a envie de passer du côté des rebelles parce qu'elle se dit que en fait, si elle veut pas être elle veut faire quelque chose en fait, que là c'est la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase et elle veut faire quelque chose. Et du coup elle va réussir parce qu'elle travaille chez une apothicaire un peu de pacotille, il y a besoin de faire une livraison, le livreur n'est pas disponible, elle va dire bah écoute si tu veux j'y vais, je fais la livraison comme ça tu n'as pas besoin de payer un livreur et ça lui rembourse entre guillemets le truc qu'elle vient de lui abîmer et du coup comme ça lui évite d'avoir une paye un peu moins importante à la fin du mois. Donc Tessa elle arrive à partir dans le secteur royal avec la commande pour un des consuls ou pour une des consuls, je ne sais plus. Et finalement, et c'est ça qui m'avait beaucoup aimé, je vous en avais beaucoup parlé en vlog et beaucoup parlé en update lecture. Je suis désolée, je me tourne mais j'ai mal au dos. C'était que vraiment elle va errer, elle va réussir à aller jusqu'au château, elle va réussir à rentrer dans le château, elle va réussir à monter dans les étages sans que aucun garde ne l'arrête jamais. Donc en temps de crise, puisque les rebelles montent en puissance, ça ne me paraît pas très crédible, mais bon, bref, j'avais décidé de passer outre. Donc Tessa, elle arrive dans le palais, elle arrive même à l'étage, là où il y a le roi, où il y a Corric, tout ça. Et dans son sac, en fait, il y a de quoi tuer le roi, en fait. Elle a des pétales qui sont très toxiques. Elle n'a pas l'intention de tuer le roi, mais c'est vrai qu'elle y songe. En tout cas, l'idée l'effleure et elle se dit que non, c'est pas du tout une tueuse, mais que si elle pouvait voir le roi et lui parler du remède, puisque son père avait trouvé le dosage parfait pour le remède qui est beaucoup moins dosé et donc pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. C'est juste que bah, le roi il reçoit des dizaines et des dizaines
de propositions pour ce remède par jour et donc il peut pas tout gérer. Donc elle arrive dans ce couloir-là et là, ça y est, il y a quelqu'un qui la repère. Donc c'est Kint. Kint, c'est l'intendant du roi et de Korik. Il la repère, il fait appeler la garde, donc elle se fait capturer bien évidemment. Korik va arriver et du coup il va faire sa justice du roi tout simplement. Il va dire qu'il va l'enfermer dans ses appartements je crois pour essayer de l'interroger, tout ça. Et c'est le moment où on est censé se rendre compte que le prince Korik et West ce n'est qu'une seule et même personne, que en fait la personne qui est pendue au secteur, à la porte du secteur royal, c'est un corps qui a été récupéré et qu'on a fait passer pour West pour que Tessa le croie mort. Non, en fait, West et Korik, c'est la même personne. Nous, on le sait depuis belle lurette, hein, parce que dans ce tome 1, ce que je reproche aussi, c'est la facilité scénaristique. Donc déjà, de comment Tessa arrive à rentrer au palais, mais également, on le voit venir à 10 000 km, que Korik et West, c'est la même personne. On va apprendre petit à petit que Kint, c'est donc l'intendant, est quand même très proche du prince Korik et qu'en fait lui il est au courant depuis des années que Korik il passe la fenêtre de sa chambre quasiment tous les soirs pour aller faire la tournée des maisons pauvres avec Tessa. Donc il connaît déjà Tessa, il connaît déjà les péripéties qui leur arrivent, il est de mèche en fait depuis des années. Korik, par je ne sais quel moyen, parce que je m'en souviens plus et que j'avoue que j'ai pas eu la motivation de chercher plus que ça, va réussir à faire en sorte que c'est un quiproquo, que Tessa elle est juste venue avec effectivement son manuel d'apothicaire, enfin son grimoire, où elle veut proposer en fait une solution pour le remède. Au roi, c'est juste que voilà, elle s'y est pas pris de la bonne façon. Donc elle va rester au palais et elle va rencontrer le roi, donc le frère de Korik, le lendemain. Elle rencontre le roi, elle lui parle de tout ça en fait, elle lui dit qu'effectivement non, c'est pas une tueuse, c'est pour ça que voilà, elle n'avait pas l'intention de faire ça, que effectivement il y a ça, et qu'elle aimerait bien travailler avec les médecins du château pour essayer justement d'améliorer la situation. Je ne sais plus à quel moment on apprend ça, mais à peu près à cette période-là, on apprend qu'il y a 2 bienfaiteurs, donc qui se font appeler les bienfaiteurs, qui viennent des personnes riches, donc très certainement des consuls, et qui font la tournée en fait des rebelles pour leur fournir de l'élixir de contrebande en fait, et ainsi le distribuer au petit peuple. Donc on sait qu'il y a potentiellement 2 consuls qui sont un petit peu traîtres à la couronne, du coup qui aident les rebelles. On ne sait pas qui, mais on sait qu'il y en a 2, un homme et une femme. On va avoir, pareil, je ne sais plus à quel moment, si c'est quand Tessa elle va exposer à Korik ce qu'elle pense du remède ou si c'est à un autre moment où elle voit le roi. Bref, quand elle est avec le roi, à ce moment-là, il y a un incendie qui se déclare au donjon, donc à la prison. Et en fait, on se rend compte que c'est une tentative de sauvetage par rapport à des prisonniers qui avaient été faits prisonniers, justement, et qui étaient menacés d'exécution. Donc, il y avait un mouvement rebelle qui avait été mis en place pour justement faire sortir ces rebelles-là. Le donjon prend feu, Alysander Salister est présent à ce moment-là, dit à Korik qu'il faut absolument retrouver les fuyards et les punir parce que voilà, c'est abusé. Korik va finir par céder, va y aller parce que c'est ce que la justice du roi est censée faire, et Tessa elle va rester avec le roi qui a une quinte de tout, parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais le roi est malade depuis qu'il est petit, il a une santé assez fragile, on ne sait pas trop si c'est la fièvre ou pas, mais ce qui est sûr c'est que Tessa elle est sur place, elle va lui préparer de l'élixir qui va en fait calmer la toux du roi et donc sauver le roi. Donc le roi, vraiment, il va se rendre compte là qu'elle pouvait le tuer et qu'elle a choisi de ne pas le faire. Au contraire, elle a choisi de l'aider. Parce qu'en fait, Tessa, elle se rend compte que effectivement, oui, c'est plus compliqué que ce qu'elle pensait. Elle pensait vraiment que le roi et la justice du roi n'en avaient que faire du peuple. Mais maintenant qu'elle est au palais, elle se rend compte qu'au niveau politique, c'est très compliqué, que le roi a un petit peu les mains liées, qu'en plus, ce n'est pas vraiment lui qui gère les 2 secteurs qui peuvent fournir la fleur de lune. Donc, très compliqué. En parallèle, du coup, on a Korik qui a exécuté les fuyards et qui a aussi permis d'abréger les souffrances de certains fuyards qui étaient en feu et qui étaient en train de vivre une fin atroce. Donc il a permis à ces fuyards-là de mourir un petit peu plus rapidement et sans trop de souffrance.
Et Tessa en fait, qui est raccompagnée entre-temps par un des gardes personnels du roi à sa chambre, va demander à ce garde-là si il peut l'emmener auprès de Korik. Elle le retrouve là-bas dans un état lamentable parce que il est malade d'avoir fait ça. Il est malade d'être la justice du roi depuis des années parce que c'est pas du tout ses valeurs. Ses vraies valeurs, c'est quand il est West, c'est quand il vient en aide au peuple, c'est quand il brave les interdits pour sauver un maximum de personnes. Mais le fait de tuer les gens, c'est vraiment pas son truc du tout. Donc voilà. Donc là, elle comprend encore un petit peu plus qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle pensait. Je vous ai pas du tout parlé de la relation Korik-Tessa, mais en gros, elle a du mal à lui pardonner, ils passent quand même pas mal de temps ensemble. Elle a toujours du mal à lui pardonner parce que pour elle, elle déteste la justice du roi au plus profond de son être, mais elle est tiraillée avec le fait que c'est West, elle le reconnaît quand même, et elle voit qu'à certains moments, il y a des choses de West qui ressortent en fait. Donc voilà, mais leur relation évolue petit à petit, mais c'est très long, hein, parce que vraiment, elle lui en veut beaucoup. Après ça, finalement, Tessa et West, et Korik, mais sous West, vont décider de braver l'interdit et de repasser le mur pour retourner dans le secteur populaire et apprendre ce qui se passe par rapport aux bienfaiteurs, par rapport aux rebelles, essayer de comprendre vraiment où est-ce qu'on en est et essayer de savoir aussi qui fait partie des bienfaiteurs. Bref, voilà, ils passent le mur et en fait, il se trouve qu'en passant le mur et en allant dans le secteur populaire, ils vont voir un des jeunes qu'ils ont aidé à un moment donné se faire arrêter par la garde royale. Manquer de se faire tuer, du coup, Korik va décider de défendre ce jeune homme qu'il avait déjà sauvé une fois en tuant un des gardes qui le menace et donc en s'attaquant aux gardes. Le jeune homme en question, on lui demande d'aller voir son père et de rentrer chez lui très rapidement. Sauf que entre temps, Loclan, donc Loclan c'est le chef des rebelles, va arriver et ça va le titiller. Il va se dire que West, on dirait quand même le prince Korik, qu'il n'est pas dupe, qu'il y a un truc qui cloche. Donc ils vont discuter, ils vont essayer de s'enfuir plus ou moins, ils vont y arriver plus ou moins, et finalement en fait Loclan va les récupérer et il va un peu emmener le prince Korik en pâture au peuple, vraiment en leur disant voilà, c'est la justice du roi, en gros déversez votre colère sur lui. Donc Korik se fait passer à tabac par le peuple et Tessa elle est derrière vraiment en soutien parce qu'elle ne supporte pas de voir Korik à terre en train de se faire tuer petit à petit par des coups. Et donc elle va réussir à retourner l'opinion publique en leur disant que voilà, West, ça fait des années qu'il vient auprès d'eux, ça fait des années qu'il leur fournit du remède, mais pas que. Il leur vient en aide quand ils ont besoin de couverture, quand ils ont besoin de couper du bois parce qu'il n'y a plus assez de bois. Il leur apporte de la nourriture quand la nourriture vient à manquer. Enfin vraiment, c'est un altruiste pur et dur. Et donc les gens se rendent compte que oui, effectivement, il leur a fait beaucoup de bien, que oui, c'est la justice du roi, mais que voilà, comme une pièce, il y a deux facettes et on peut pas trop les dissocier l'une de l'autre, mais il n'empêche quand même que ça reste West et donc les gens arrêtent et se disent que oui, effectivement, il faut arrêter parce que c'est quelqu'un de bien dans le fond. Ils vont les emmener dans une cabane et l'ami de Tessa qui travaille avec elle chez l'apothicaire de pacotille va en fait arriver pour soigner un petit peu Korik et Tessa qui s'est fait un petit peu malmener. Donc déjà Tessa va se rendre compte que c'était une rebelle depuis le début. Et ils vont apprendre qu'il y a bien deux bienfaiteurs, un homme et une femme, qui viennent très certainement du consul et qui distribuent de l'élixir au peuple. À ce moment-là, on a la garde royale qui arrive. Leur but, c'est d'arrêter en fait les rebelles, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a eu l'incendie au donjon, tout ça. Donc ils veulent arrêter les rebelles et en fait ils trouvent Korik et Tessa à cet endroit-là et donc ils emprisonnent Korik et Tessa parce que ils sont vraiment mal à l'aise les gardes, mais ils leur disent mais en fait on a pour ordre d'arrêter les rebelles, vous êtes là. Donc nos ordres c'est de vous enfermer. Donc ils sont conduits au donjon, chacun dans une cellule. Je vous rappelle que West il est vraiment dans un état catastrophique tellement il s'est fait passer à tabac.
Le roi vient voir Korik pour essayer de comprendre pourquoi il était là-bas, s'il y a quelque chose qu'il ne lui dit pas, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne lui dit pas, il sait qu'avec Tessa c'est bizarre et que du coup il doit la connaître d'avant et tout, il veut comprendre, il sait pas ce qui se passe mais il sait qu'il y a quelque chose. Korik ne lâche rien, il ne lui dit rien et donc bon bref c'est tout, le roi repart de la cellule, Korik reste dans la cellule et le roi va faire sortir Tessa pour apprendre de sa bouche à elle ce qui se passe réellement. Donc là on va avoir Tessa avec le roi qui va globalement lui balancer un petit peu ce qui se passe, lui dire bah écoutez si vous voulez toute l'histoire il faut appeler Kint qui lui connaît l'histoire depuis l'intérieur et depuis bien plus longtemps. Donc le roi va apprendre ce que fait Korik depuis des années, pourquoi il le fait, donc il va apprendre que vraiment être justice du roi c'est une décision qu'il a prise pour son frère, pour le roi, mais que à aucun moment il y prend plaisir, qu'au contraire ça le fait souffrir plus que tout et que donc il avait besoin de ça pour se sentir un petit peu mieux. En parallèle, donc dans le donjon avec Korik, il y a le consul Alysander Salister qui vient un petit peu fanfaronner en fait. Il est trop content que Korik soit en prison parce qu'ils peuvent pas se piffrer tous les deux. Et il va plus ou moins dire que c'est lui qui est à l'origine des attaques des convois. Parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les convois qui apportent les fleurs de lune des secteurs là où elles poussent jusqu'au secteur royal, là où c'est préparé, distribué, tout ça, se font régulièrement attaquer par des rebelles. En fait, c'est Alysander Salister qui fait en sorte que les convois soient attaqués pour justement obtenir ce qu'il veut, augmenter le prix de vente de ce remède et s'en mettre plein les poches, hein, clairement. Du coup, le garde qui était présent pour protéger Korik dans la cellule va finalement réussir à empêcher Salisander de faire de la merde en l'enfermant dans une des cellules et en emmenant Korik au palais auprès du roi pour un petit peu transmettre toutes ces informations. Donc ils arrivent plus ou moins à échanger et là Tessa elle va se rendre compte, puisqu'il y a des fleurs de lune qui sont dans cette salle là, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça se ressemble effectivement beaucoup mais que ce n'est pas exactement les vrais et ils imaginent que en fait c'est du faux élixir qui est distribué par les bienfaiteurs au peuple justement, que c'est pas le bon élixir et d'ailleurs les rebelles étaient inquiets aussi parce qu'ils se disaient bah ça marche mais ça marche pas non plus de ouf ce qu'on nous donne. Donc elle se rend compte que c'est coupé avec une autre fleur qui ressemble mais c'est pas la bonne et du coup tout le complot est un petit peu mis à jour. En parallèle on va avoir un incendie qui est déclenché dans le palais et là il faut que le roi, Korik, Tessa, tout le monde s'enfuit. Donc ils s'enfuient donc tous les trois avec Kint et deux gardes, je crois. Donc Rocco, un des gardes du roi qu'on apprend à bien aimer et à bien connaître dans le tome 1. Et un autre garde, il me semble. Donc ils arrivent à s'enfuir. Ils arrivent dans l'atelier de Tessa et Korik pour essayer de justement de se mettre à l'abri. Et là, le roi, il fait un truc vraiment trop cool. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Autant il y a des choses que j'ai vraiment pas aimé dans ce tome 1. Autant là, j'ai trouvé que c'était trop bien. Il dit à Tessa, écoutez, je veux rencontrer le chef des rebelles, je veux comprendre, je veux passer un accord avec eux parce que le roi, vraiment, il est sincère quand il dit qu'il veut que son peuple aille bien. C'est juste qu'il est... il est vraiment tiraillé par sa position de roi où il est empêché de faire plein de choses par rapport au consul, par rapport à plein de choses et donc il veut aller voir Lockland justement et Tessa va l'y emmener. Ils vont marchander plus ou moins, c'est pas évident de marchander et finalement Korik va retourner voir Salisander au donjon avec l'aide de Rocco. Il va le forcer en lui disant que pour qu'il ait la vie sauve en gros et qu'il sorte du donjon, il va lui dire qu'il veut du bon remède, du véridique pour le peuple pendant un bon paquet de semaines. Le temps de trouver une solution, de voir si les peuples, les royaumes voisins peuvent aider. Bref, le temps de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc, il revient avec Salisander, avec Korik, enfin tout ce petit monde-là revient pendant l'altercation entre le roi et Lockland. Et il y a une sorte de trêve qui se met en place, puisque effectivement Lockland dit ok, je valide cette trêve.
C'est pas pour autant que tout est oublié, c'est pas pour autant que la rébellion est terminée, mais ok, on laisse plusieurs semaines pour voir venir. Et globalement, le tome 1 se termine comme ça. Tessa revient au palais avec tout le monde une fois que l'incendie est maîtrisé. Elle a une place justement au palais où elle fait partie des réunions, où elle travaille avec les médecins du palais pour essayer de développer une nouvelle formule pour le remède. Voilà, globalement c'est comme ça que se termine le tome 1. C'est pas une méga fin ouverte, on sait qu'il y a une suite, il n'y a pas un cliffhanger de fou, mais globalement voilà. Donc niveau romance, on est clairement sur une bonne évolution par rapport au début quand elle a appris que Korik et West c'était la même personne. Mais on est encore très loin de l'amour fou entre les deux. Ça commence à revenir un petit peu parce que voilà, West est quand même très cool. Donc voilà, globalement, voilà. Les vidéos spoilers, c'est toujours les plus durs à tourner, mais je suis contente de l'avoir fait. Contente de me remémorer tout ce qui se passait globalement dans le tome 1. Ça va me permettre aussi de rentrer dans la lecture du tome 2 beaucoup plus facilement, je pense. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu hâte de lire ce tome 2. Plutôt, oui, on va dire ça comme ça, j'ai plutôt hâte. Donc voilà. Ça fait littéralement une demi-heure que je tourne. J'en ai marre, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!